parler d'IA. L'IA qui est quelque chose d'un peu étonnant, puisque tout le monde n'en parle, on va dire, enfin le grand public, que depuis un an, alors que je suis allé chercher la création de l'IA, c'était en 1943. C'est quand même il y a 80 ans. Bon, il y a plusieurs types d'IA, semble-t-il. Et c'est là où ça commence à devenir déjà un petit peu plus compliqué. Ce dont on parle aujourd'hui, ce qui a fait l'objet d'ailleurs des autres conférences pour la plupart, c'est l'IA générative, c'est-à-dire cette IA qui nous permet, mais vous allez nous l'expliquer, probablement de faire avancer les choses plus rapidement et plus simplement. Mais il y a d'autres types d'IA. Alors mon problème, il est que je suis allé chercher sur Internet combien il y a de types d'IA. Bah, une fois, je trouve qu'il y en a 4. Puis en fait, il n'y en a que 3 qui sont écrites. Après, je trouve qu'il y en a 5, puis il n'y en a que 4 qui sont écrites. Bon, je me suis dit, il vaut mieux que j'abandonne là, je vais leur poser la question directement, et on comprendra probablement mieux. Bref, l'IA, de quoi s'agit-il? Alors, on va commencer d'abord par vous présenter pour savoir à quel niveau vous vous exprimez. On va commencer peut-être par Laurent Bresson. Laurent Bresson, vous représentez une société qui s'appelle Data Tell Story, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est une société d'intelligence artificielle, mais effectivement axée sur la data. Sur la data, ça veut dire pas sur le génératif. Pas sur le génératif, pas sur la vidéo, pas sur l'image. D'accord. Principalement sur la donnée. Et bah, vous nous direz effectivement concrètement ce que vous faites et quelles solutions vous apportez aux entreprises, puisque vous travaillez pour les entreprises, on est bien d'accord, hein, c'est ça? Tout à fait. Ok. Nous avons avec nous également un autre spécialiste qui s'appelle Dominique Taché. Dominique Taché, alors vous, votre métier? Alors moi, je suis consultant justement Industrie 4.0 et performance industrielle et je me suis spécialisé dans l'IA depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Oui. D'accord. Il y a eu une accélération sur l'IA data depuis quelques années? Tout à fait. L'IA data a démarré il y a une dizaine d'années et la difficulté qu'on a, c'est consolider les données. Donc on met beaucoup de temps à consolider les données, les stocker pour pouvoir les traiter. Bon, à vos côtés, nous avons Gaëlle Leroy, bonjour. Bonjour. Qui n'a pas de compétences particulières. Pas du tout de compétences particulières en IA, non, à part juridique. Voilà. Mais, et c'est non. pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, puisque votre métier, c'est quoi? Alors, je suis avocate et plus particulièrement pour ce qui nous occupe ce soir en données personnelles et en technologie de l'information. Eh ben, on le découvrira dans un instant. Et puis, Patrick Gagnard, je le disais, donc c'est ce qui s'appelait Sarpliage et ce qui s'appelle aujourd'hui JFM Metal Service. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, on fabrique beaucoup de produits issus de la tôlerie industrielle. Nous sommes d'abord des industriels de la tôlerie, avec effectivement une connotation aujourd'hui vers les produits d'aménagement extérieur. Donc vous avez un énorme service informatique avec un data center Évidemment, absolument pas. Ben non. Vous n'avez même pas de service informatique. On n'a pas de service informatique, voilà. Non, pas du tout. On est bien d'accord. Mais vous utilisez l'IA. Mais j'utilise l'IA. Ouais. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure comment, pourquoi. Mais avant, je veux quand même avoir des réponses à mes questions. Et en l'occurrence, cette question, alors plusieurs types éventuellement d'IA. Il y en a combien d'après vous, Monsieur Bresson, et comment on peut les définir? Alors, il y en a beaucoup. Mais je pense que tout le monde connaît l'IA générative, mais on a aussi l'IA qui est liée à l'image. Tout simplement, la reconnaissance faciale est un type d'IA. Les véhicules autonomes vont utiliser un autre type d'IA qui est lié à la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo, en fait, c'est qu'une succession d'images, donc ça revient exactement au même. Sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'IA s'est développée depuis quelques années, principalement parce qu'on est capable de faire des calculs beaucoup plus vite. Je prends un exemple sur la reconnaissance faciale, ça date de 1977. On mettait plus de 3 heures pour reconnaître le visage. Bon, sur votre téléphone, ça peut prendre du temps, donc ça a un intérêt assez limité. Par contre, aujourd'hui, comme ça va très très vite, et ben, du coup, vous pouvez directement allumer votre téléphone grâce à votre visage. C'est la même chose en fait pour la vidéo. C'est pour ça qu'on va pouvoir le mettre dans les véhicules, puisqu'en fait, on va réussir à reconnaître des formes, des panneaux, on va réussir à reconnaître la route, et donc c'est comme ça que votre véhicule va devenir autonome. Alors vous n'êtes pas du tout sur l'image, hein, ce que vous disiez il y a un instant, vous êtes sur la data. C'est quoi le type d'IA que l'on va appliquer à la data et qui peut être utile pour une entreprise
entreprise, je sais pas, industrielle par exemple? Oui, tout à fait. Alors en fait, on va répondre à des questions par rapport aux données qui sont disponibles dans l'entreprise. Je peux peut-être prendre un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. On fait des choses, par exemple, comme ce qu'on appelle le marketing direct, c'est-à-dire que on va redéfinir en fait par rapport à vos clients en tant qu'entrepreneur. On va regarder tous les clients que vous avez eus dans le passé, et puis on va rechercher des clients identiques que vous pourriez contacter dans le futur. Et puis c'est cette liste-là en fait qu'on va donner à des sociétés qui vont envoyer automatiquement des emails, des SMS, mais qui vont être ciblés. Et donc ça va éviter d'une part le spam, et ça va permettre aussi à ces sociétés d'avoir des résultats beaucoup plus percutants, avec beaucoup moins de personnes à qui on a envoyé le message. Donc ça peut intéresser énormément de sociétés différentes et ça peut s'adapter à toutes sortes de sociétés, des petites, des plus grosses. Alors justement, c'est l'intérêt, c'est que comme on réduit considérablement en fait le nombre de personnes à qui on envoie le message, comme on cible le très bien, du coup le coût est bien inférieur et effectivement c'est accessible même aux TPE. Alors on va peut-être voir un premier exemple. Puisque, j'allais dire un peu grâce à vous, on est allé chez Damatec. Damatec, c'est une société qui est ici en Sarthe, qui est même labellisée, non oui, elle est labellisée Initiative Sarthe, hein, il me semblait. Et vous avez travaillé avec elle pour lui faire une proposition. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Damatec a été créé en 2009 et nous faisons du serrage dynamométrique au couple. Donc nous serrons des vis. Et nous avons besoin d'IA pour progresser dans le domaine de la prospection de clients et de la gestion de nos commandes pour augmenter notre délai de réactivité. Il est nécessaire pour nous en fait, de pouvoir analyser toutes nos données, donc depuis la création de la société, pour pouvoir bien comprendre nos clients, leurs besoins et pouvoir anticiper des réponses aux besoins clients. Nous avons demandé à DS Corp de prendre un fichier conséquent de données et de les traiter suivant notre façon de travailler. Donc nous, on lui a fourni un workflow, nos documents qualité qui sont associés et nos données. On a fait travailler l'intelligence artificielle pour identifier les zones des risques et des profits pour la partie commerciale. Nous avons construit des jumeaux statistiques. On a aussi enrichi ces données avec de la donnée externe. Et ensuite, on permet d'aider Hightech Damatec de concentrer leurs efforts sur les actions qui sont les plus efficaces. Maintenant que DTS Corp a travaillé, nous attendons que nous puissions utiliser couramment l'intelligence artificielle, et ce qui va aider globalement l'intégralité des collaborateurs de la société, que ce soit partie commerciale, partie production ou partie administrative. Voilà. Fabien dit bien, pas seulement en commercial, hein, en production et en administration aussi. Là, on n'a pas pu mettre l'ensemble du témoignage, évidemment. Il explique que c'est important pour, par exemple, suivre les devis, s'assurer qu'on y répond bien en temps, en heure, etc. C'est très compliqué et ça peut faire gagner un temps fou, quoi. Oui, tout à fait. Mais on va même jusqu'aux parties purement techniques, hein, où on va faire aider au réglage de machines. L'intelligence artificielle va permettre de trouver des pré-réglages qui vont faire gagner énormément de temps à nos clients, divisé par 10 ou divisé par 20 en fait le temps qu'on va prendre pour faire ce genre de choses. Alors, toute la complexité pour les entreprises, c'est de savoir par où commencer. Alors, je sais que vous travaillez avec la BPI, hein, vous êtes labellisé BPI pour proposer ce qu'on appelle un diagnostic, évidemment, d'IA, voilà, pour les entreprises. Oui, tout à fait. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron au salon Vivatech en juin dernier, qui est un diagnostic qui vise les PME et les TPE, PME et ETI, pardon. Le principe est simple, hein, c'est de faire un diagnostic au sein de votre entreprise pour un coût très faible. 90% est pris en charge, vous me disiez. 80% est pris en 80%. charge par la BPI, oui, effectivement. D'accord, oui. Bon, c'est pas mal. Ça, il reste combien à payer pour une entreprise ? 2 600 € hors taxe. Ben voilà, on vous a dit qu'on serait clair, on est clair. Bon, il y en a quelques-unes qui ont sauté sur l'opportunité, ou pas ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs entreprises. On en a déjà 5 en fait avec qui nous travaillons aujourd'hui justement sur cette opportunité et faire le diagnostic. Puisque effectivement le temps en fait où on va se rencontrer, on va discuter, ça peut paraître un peu abstrait l'IA. Là, on va pouvoir passer 13 jours à regarder vos données, regarder comment est-ce qu'on peut vous accompagner, à quel endroit, sur quelle partie de votre entreprise et comment est-ce qu'on peut amener de la valeur ajoutée. Monsieur Taché, de votre côté, il y a aussi des gens qui s'y intéressent sérieusement à l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, c'est le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, c'est ça? Tout à fait, oui. Et qui accompagne des sociétés parce qu'il faut qu'il y en ait un maximum qui développent de l'IA. Alors ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Combien de millions vont être injectés là? Alors, il y a deux choses. Il y a le programme Confiance.ai qui a démarré il y a 3 ans et demi. Il y a 45 millions d'euros qui ont été injectés par le gouvernement, qui fait travailler 120 à 130 chercheurs en France, plus une dizaine d'entreprises pour amener des cas, justement, ce qu'on appelle les cas d'usage, pour démontrer l'intérêt de l'IA dans un environnement industriel. Le mot-clé, c'est la confiance. Aujourd'hui, on sait que l'IA peut générer beaucoup de choses, sauf qu'on ne sait pas le démontrer. Donc l'idée, au travers de toutes ces recherches, c'est de donner en fait confiance à l'IA par toute une procédure de mise en œuvre. Et le CEA va travailler dans ce cadre-là à créer des conditions pour pouvoir aider les entreprises à dire qu'ils ont des algorithmes de confiance. Alors c'est surtout pour les véhicules autonomes, l'avionique et tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle critique. Alors, ce que vous avez fait avec une belle usine automobile qui est installée au Mans, donc on devinera rapidement de quelle marque il s'agit, ça rentre dans ce cadre-là ou pas du tout? Tout à fait. Oui. L'objectif sur l'usine du Mans, c'était de pouvoir avoir une intelligence artificielle qui aide les opérateurs. Il faut avoir en tête qu'une opératrice sur un poste de contrôle valide 12 000 fois sur un écran tactile par équipe la qualité du cordon de soudure. Donc le travail qui a été réalisé, c'est de créer une architecture informatique pour prendre les données, les stocker, les qualifier, parce qu'il y a une étape de qualification quand on parle de labellisation, pour pouvoir justement avoir un algorithme de confiance. Moi, ce que j'attends d'un algorithme d'IA, c'est qu'on soit capable de retrouver ce que j'appelle l'ADN, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a été construit. D'où viennent les images, comment elles ont été qualifiées, comment le modèle a été entraîné, comment est-ce qu'on a sélectionné un modèle. Ce qui est amusant, c'est que effectivement l'informatique c'est blanc ou noir, hein, c'est 1 ou 2, c'est ça, ou 0 et 1. C'est ça, oui, c'est ça. Donc on avait l'habitude d'avoir des algorithmes qui savaient dire oui ou non, mais ils ne savaient pas dire je sais pas, c'est ça. Et aujourd'hui on leur apprend à dire je sais pas. Oui, aujourd'hui en fait quand on a démarré le travail, la première question qu'on a posée aux experts en intelligence artificielle, c'est comment faire dire à un algorithme d'intelligence artificielle qu'il ne sait pas. On a trouvé des solutions qu'on a mis en œuvre, heureusement, et ça aide justement les opérateurs. Et alors concrètement, donc, chez Renault, là, vous avez mis en place un système. C'est sur quel type de fonction, sur quel type de... C'est sur de la soudure essieu. Donc vous imaginez bien que c'est un essieu de véhicule. Vous imaginez bien si l'intelligence artificielle se trompe sur la qualité de la soudure qu'il mesure, il y a un risque indéniable pour un véhicule et pour un conducteur. Donc c'est pas possible. Il ne peut pas se tromper. Il n'a pas le droit de se tromper. Ouais. Donc on a trouvé des solutions pour lui faire dire qu'il ne pouvait pas se tromper. Donc on a aussi déposé des brevets parce qu'on a mis en place des systèmes de calcul pour prédire le taux d'erreur d'un algorithme d'IA. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'IA, on parle beaucoup de ChatGPT. ChatGPT, son taux de justesse, c'est entre 60 et 70%, en fonction des éléments de réponse qu'il nous fournit. Or, on n'est pas capable de l'évaluer aujourd'hui. On imagine que le système que vous avez développé pour Renault coûte une petite fortune. Donc si ça coûte une fortune, c'est que ça doit être rentable. Alors comment on rentabilise, j'allais dire? Alors, sur l'échelle de Renault, en fait, c'est facile parce qu'à partir du moment où on standardise, on est capable de déployer, dupliquer sur l'intégralité des usines du groupe Renault. Le travail là, que l'on a fait depuis 2018, ça a été de construire un écosystème complet de captage de données, de création d'algorithmes, de déploiement de modèles et surtout de
valider la qualité des algorithmes produits. Et ça, à l'échelle du groupe Renault. C'est-à-dire que dans n'importe quelle usine du groupe, vous êtes capable de brancher une caméra, remonter les données, et en moins de 3 mois, vous êtes capable d'avoir un algorithme d'IA qui vous certifie la qualité de vos pièces produites. Très bien. Vous avez travaillé, je crois, sur ce projet avec Franco Arfuso. Bonjour Franco. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Est-ce que vous connaissez Franco Arfuso? Oui, hein, pour vous qui êtes des anciens de Initiative SAR. Vous avez été labellisé au début quand vous avez créé votre société? En 2011. Voilà. La société s'appelle ADG Software Engineering. Et votre métier? Chef d'entreprise et analyste programmeur à la base. Voilà. Et alors, en l'occurrence, vous avez travaillé sur ce projet? On a travaillé sur ce projet avec Dominique, que j'ai connu à cette occasion, en fait, et nous avons implémenté, donc nous avons été à l'origine de la première version du logiciel qui faisait du contrôle visuel par image, et ensuite nous avons, en collaboration avec une société spécialisée dans le machine learning et dans l'IA, nous avons implémenté l'IA dans le produit. Alors ça c'est étonnant, vous n'êtes pas un spécialiste de l'IA? Nous ne sommes pas spécialistes de l'IA, non, nous sommes spécialistes du logiciel aujourd'hui traditionnel, mais nous ouvrons grandement aux compétences de ces sociétés, comme celles qui sont présentes aujourd'hui, pour implémenter cette intelligence à des produits qui peuvent être commercialisés pour la PME et pour la PMI. Mais vous me disiez, pour vous c'est la même révolution que le web en fait, pour les entreprises. Mais ça ressemble fort pour les entreprises qui font du développement à cette révolution parce que, rappelez-vous, il y a 20 ans, ça n'existait pratiquement pas le web. Aujourd'hui, tout le monde est sur le web. Et donc, les compétences sont nées autour de cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, il faut naturellement les intégrer dans le travail que nous offrons à nos clients. Donc, vous allez mettre une petite couche d'IA dans tous les logiciels que vous allez proposer à vos clients, c'est ça? C'est ça qui est intéressant. Naturellement, avec le temps qui passe, cette IA devient de plus en plus accessible à des coûts qui sont abordables pour la PME et la PMI. Ce n'est plus l'apanage des grandes sociétés. Voilà la différence. Bon, ben bravo. Merci Franco Arfuso pour ces précisions. Bon, là, on a parlé d'IA plutôt sur le monde industriel. Parlons de l'IA générative. L'IA générative, alors d'abord, elle n'est pas fiable à 100%. Vous l'avez dit, ChatGPT, c'est 60, combien vous avez dit? Combien? 60-70%. 70%, ok. Elle ne l'était pas pour l'invitation à la soirée. Hein. Non, parce que la carte a été faite avec une belle illustration. Là, voilà. Et on a demandé à l'IA de mettre la cathédrale du Mans. Vous voyez ce que je veux dire? Le circuit des 24 heures. Bon, et puis je crois qu'il y avait un autre truc également sur lequel elle s'est un peu planté, mais enfin, voilà, c'était pas tout à fait ce qu'on attendait. Mais c'est pas grave, ça donne quand même une belle illustration, malgré tout. Il n'empêche que cette IA générative, ça permet de faire des choses étonnantes. J'en ai pour preuve ce que vous a proposé Pierre Cartier, parce que c'est lui, je cherche votre petite fiche, je suis désolé, mais voilà, tournez-vous pour qu'on vous voit bien. Pierre Cartier, merci de l'applaudir, c'est lui, Macron. Je ne suis pas président encore. Bon, c'est vous qui avez travaillé sur la voix de M. Macron pour la mettre sur les... enfin, comment dire avec des paroles pour Pascal. C'est ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est ma voix que vous entendez. Et avec un transfert de style, on va apprendre à une intelligence artificielle à imiter la voix de quelqu'un. Et donc là, j'ai pris ma cible, c'était Emmanuel Macron. Donc il suffit de quelques minutes de données audio pour pouvoir imiter aujourd'hui la voix de quelqu'un. Voilà. Bon, il n'empêche que là, elle est un petit peu métallique, etc. Donc on peut supposer que les choses vont s'améliorer avec le temps ou pas? Oui, là, ce que j'ai utilisé, c'est quelque chose. Donc c'est de l'open source.
facilement trouvables sur Internet. Et c'est des technologies qui datent d'à peu près 2018-2019. Il y a des choses qui sont beaucoup plus récentes et beaucoup plus fiables aujourd'hui. Et notamment beaucoup de personnes sur YouTube qui font des chansons, des reprises de chansons par des personnes, par des politiques. Et le résultat est de mieux en mieux. Oui. Et aussi sur l'image. Hein. Sur l'image, si vous avez bien vu, le mouvement des lèvres n'était pas forcément très fiable, mais ça va tendre à s'améliorer, notamment dans le cinéma. Alors évidemment, ça pose des questions hein, pour une utilisation, j'allais dire commerciale entre guillemets. Bon, là vous nous avez demandé à juste titre d'écrire voix générée par IA pour s'assurer que personne n'imagine que le président Macron félicite le président Bourneuf, parce que bon, on ne sait jamais. Mais bon, on peut imaginer qu'il y a des gens moins scrupuleux qui ne vont pas se gêner demain. Est-ce qu'il sera possible de reconnaître une voix générée par l'IA à coup sûr? C'est assez compliqué. Au fur et à mesure que la technique s'améliore, ça va être de plus en plus difficile de détecter. Je travaille à l'université, donc on a aussi cette discussion au niveau du texte, détecter du plagiat, des travaux d'étudiants qui auraient généré du texte. C'est de plus en plus difficile. Et là, en fait, le plus important aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens à avoir ce regard critique, d'analyser un résultat, comme on le faisait il y a 10 ans avec Wikipédia. On demandait de citer les sources. Là, c'est pareil, mais avec un regard humain qu'il va falloir garder. Bon, il faut continuer à douter, tout simplement. Bon, on ne va pas douter que vous allez réussir avec Gaëtan Gautis. Hein. Votre aventure qui va s'appeler Pléiade. Pléiade, oui, c'est ça. Ah, vous ne vous souvenez plus? Non, j'étais un peu fatigué ce soir-là. C'est l'IA qui vous l'a trouvé? En partie, oui. Quelques pistes de réflexion, mais c'est toujours le dernier kilomètre qu'il faut finir soi-même pour avoir un bon résultat. On va l'applaudir et l'encourager pour la création de cette entreprise. Alors, une avocate qui fait de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est quand même très étonnant parce que avocat, ça veut dire c'est carré, c'est juridique, c'est un mot a un sens, donc on raconte pas n'importe quoi. Expliquez-nous un peu ce qui vous a pris. Alors, ce qui m'a pris, c'est que moi, ça m'intéresse beaucoup quand même l'intelligence artificielle, tout d'abord. Beaucoup de mes clients sont dans les technologies de l'information, donc je me dois de m'intéresser à ces technologies-là. Et j'ai eu l'idée de leur proposer quelque chose de spécifique à mes clients, parce que je suis avocate, mais aussi déléguée à la protection des données. Et dans ce cadre particulier-là, j'ai eu l'idée d'utiliser la technologie ChatGPT d'OpenAI pour configurer un GPT spécialisé en données personnelles pour les mettre à disposition de mes clients dans ce domaine-là. Il est configuré pour leur apporter des questions, enfin des réponses à des questions relativement simples quand même, évidemment. Quand ça devient trop technique, ça n'est qu'un interlocuteur de premier niveau et évidemment ça ne remplace pas une consultation par avocat. Cela dit, je l'ai testé, retesté, retesté et mes clients l'ont utilisé, j'ai de bons retours et je suis moi-même assez bluffée. Ça leur fait gagner du temps et ça vous fait gagner du temps aussi à vous? C'est ça, ça leur fait gagner du temps, c'est surtout ça, ça fait gagner du temps, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas non plus faire trop confiance à l'outil, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'il faut avoir un niveau de vérification derrière, donc c'est pour ça qu'il est configuré pour des questions simples. Et mes clients sont déjà assez au fait de tout ce qui est RGPD, données personnelles. Donc ils ont quand même un regard, ils ont la possibilité d'avoir un regard critique sur les réponses qui sont apportées. Mais oui, ça fait gagner du temps. Mais vous, l'intérêt, on se dit, attendez, elle se tire une balle dans le pied, puisque les conseils qui vont être donnés, vous les offrez en quelque sorte, quoi. Alors en fait, ce GPT, il est intégré dans mon offre, dans mon abonnement annuel, gratuitement, c'est vrai, mais c'est vraiment qu'un premier niveau. Et pour tout ce qui est plus difficile, pour les questions plus techniques, évidemment, je suis là, et je suis même là pour les questions simples. C'est vraiment un outil de simplification. Ça va pas je ne pense pas que ça va me prendre mon travail, en tout cas pas tout de suite. Bon, ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place ? Je l'ai mis en place, je me semble que c'était peu après Noël.
D'accord, c'est assez récent. Oui, janvier même. Bon, en tout cas, bon accueil pour l'instant. Il n'y a pas d'erreur. Vos clients ne sont pas... Ils n'ont pas fait de retour d'erreur, mais... Bon, très bien. S'ils sont dans la salle et qu'il y a des erreurs, ils peuvent venir me voir discrètement. Je vous propose de découvrir maintenant un témoignage intéressant sur ce qui se passe en Vallée du Loir, où des professionnels, alors du coup des vrais professionnels de l'IA générative, se sont associés pour créer une association qui permette d'aborder l'IA avec simplicité. C'est le club IA Loire-Tech au sein de Loire Cowork. On a senti une envie auprès de toutes les entreprises qui étaient présentes dans ce lieu d'en apprendre plus sur l'IA, ce qui est assez logique parce qu'on a vu tous arriver ChatGPT il y a à peu près 1 an. C'est vraiment devenu un outil à maîtriser et qui vous fait gagner beaucoup de temps dans vos tâches répétitives en particulier. Les outils ne sont pas chers et sont assez faciles à aborder. Se former dessus, c'est assez simple. ChatGPT, société OpenAI, succès universel et mondial absolument incroyable. Il y a aussi un générateur de visuels qui s'appelle DALL-E. C'est Midjourney aussi. Ça, c'est pour la création de visuels, d'images fixes. Et je vais parler quand même, cocorico, d'une pépite française qui s'appelle Mistral, qui est un concurrent de ChatGPT. On peut utiliser l'IA générative dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou à titre privé. La difficulté, souvent, c'est par où commencer. Comme tout, il faut se former, il faut vraiment appréhender les outils. Donc on va essayer, au travers du club, de faire des groupes aussi de sujets entre ceux qui débutent et ceux qui sont confirmés. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations, mais il y a aussi une appétence. On n'a pas ressenti de frein par rapport aux gens qui viennent dans le club. Ils ont envie d'intégrer l'IA. D'ailleurs, à propos des freins à accéder à l'IA, est-ce que, d'un point de vue juridique, on est clair sur l'IA aujourd'hui ? Alors, il y a un règlement européen qui va voir le jour, qui va entrer en application en 2026. Et il y a un projet de loi du 12 septembre 2023 qui est toujours à l'étude. D'accord. Et qui risque de sortir dans longtemps parce qu'il évolue en permanence ou... Pour l'instant, j'ai regardé, il n'y a pas d'évolution depuis qu'il a été déposé. Non, donc bon, il attend quoi. Il attend. D'accord, il est au chaud. Mais aujourd'hui, des dérives sont possibles. Alors, il y a quand même un arsenal législatif de base qui n'est pas spécifique à l'IA, mais qui va pouvoir traiter les questions qui pourront être générées par l'IA. Notamment en matière de droit d'auteur, on a quand même, ou de droit à l'image, comme tout à l'heure avec Emmanuel Macron, c'est pas obligatoire cette petite mention, ça le deviendra probablement avec le projet de loi, vidéo générée par l'IA, mais il y a quand même une question et une problématique de droit à l'image. Donc ces questions-là ne sont pas des questions spécifiques IA, mais on a un arsenal législatif aujourd'hui qui peut nous permettre de répondre à ces questions. Bon, tout ça, c'est évolutif. Je vous propose de découvrir le témoignage d'un monsieur qui est déjà à la table ronde, mais qui nous raconte chez lui, donc in situ, ce qui lui a pris un jour de se lancer dans l'intelligence artificielle pour son entreprise. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est d'abord la curiosité. Ça fait entre 6 et 8 mois qu'on l'utilise. Je l'ai choisi pour des choses très très simples, de la reformulation de phrases, un peu plus en détail, de l'aide à la programmation sur Excel, par exemple, des choses extrêmement simples au départ, dans l'analyse de données, réaliser des macros que je n'aurais pas été capable de réaliser tout seul, sur des reportings que je ne savais pas faire. Pour le recrutement, par exemple, avoir des informations différentes sur les méthodologies de recrutement, sur de la recherche d'informations sur de la communication, sur la rédaction de courriers ou de systèmes d'information dont j'avais besoin que je ne savais pas forcément optimiser. Je ne l'utilise pas pour remplacer ma réflexion, je l'utilise comme source d'information et comme optimisation d'un résultat. Pour résumer, l'intelligence artificielle, pour moi, est un outil aussi fantastique que l'est l'informatique. Ça alimente la curiosité et je crois qu'il ne faut surtout pas avoir peur de ces éléments-là. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord être ouvert.
Vous faites des belles choses, hein, visiblement. Merci. C'était quoi le mur orange qu'on voyait là, Ce sont des panneaux décoratifs. Bah, ils sont effectivement très jolis. Alors rappelez-nous votre activité, oui, justement. Alors on fait d'abord de la tôlerie industrielle, donc particulièrement du pliage grande longueur pour créer les bâtiments industriels et commerciaux. Et puis depuis 2 ans, nous avons créé une marque commerciale qui s'appelle Style et Jardin, qui permet de distribuer et de fabriquer et de distribuer des produits d'aménagement extérieur. Qu'on a vu de toutes les couleurs, là. Absolument. C'est Bon. notre spécialité avec l'acier Corten. Alors, l'IA ne vous apporte rien sur cet aspect purement technique des choses, c'est d'après ce que j'ai compris. Il vous apporte sur tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, etc. Combien de personnes travaillent chez vous? 15. D'accord. Parce que vous l'utilisez pour tout, hein. Alors, je l'utilise en fait en fonction de mes besoins, en fonction des opportunités, en fonction de mon moment. Je suis d'abord très curieux de nature. L'IA m'interpelle et de fait, pour tout ce qui m'interpelle, ça a été le cas pour la soudure laser qu'on applique aujourd'hui, tous ces éléments-là m'obligent, en tout cas dans ma tête, à creuser en permanence. Donc tous les sujets sont creusables, tous les sujets me permettent de rebondir en permanence. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous butez face à un problème, vous vous posez d'abord la question de savoir, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à trouver via l'IA, c'est ça? Alors non, parfois ça peut être effectivement juste une interrogation. J'interroge l'IA juste pour savoir ce qu'elle peut me répondre. J'interroge parfois et j'obtiens de vastes conneries. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'obtenir un résultat plus rapide que si je l'avais fait moi-même. Bon, on a entendu hein, vos différents exemples. Vous pouvez en reprendre quelques-uns. En tout cas, ceux qui ont été pour vous les plus intéressants, les plus efficaces. Alors j'en ai 2 en particulier. Donc il y a la reformulation de phrases, ça j'en ai parlé. Ça, je pense que c'est l'élément le plus simple à obtenir. Le deuxième élément, ça a été de la programmation Excel. Donc, moi, je suis un spécialiste, en tout cas féru, d'automatiser les tâches. J'ai horreur qu'une tâche se répète plusieurs fois. Donc, j'automatise beaucoup de choses sur Excel. Et je ne suis pas un spécialiste sur Excel. Franco pourra me le confirmer, d'ailleurs. Oui, il est d'accord. Et donc, du coup, effectivement, ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport à ça sans être un grand spécialiste. La deuxième application phare que j'ai utilisée, ça a été pour optimiser, là, ça a été de la base de données, c'est utiliser les résultats de mes fournisseurs transporteurs pour pouvoir optimiser nos dépenses de transport. Donc, utiliser en fait toutes les données récoltées et les concaténer dans un seul et même fichier, les transmettre à l'IA pour analyse et faire en sorte de créer des zones de transport en fonction de la quantité de marchandises à transporter. Il faut savoir que dans notre activité, on transporte des éléments qui font 4 mètres de long. Donc, du coup, la partie transport représente une charge considérable. Dans les questions qui arrivent déjà et qu'on va traiter tout à l'heure, il y a des gens qui demandent oui, mais c'est quel logiciel vous utilisez? Alors, j'utilise OpenAI, ChatGPT. Bon, voilà. Alors, vous aussi, hein, d'après ce que je crois savoir. Hein. Bon, vous, c'est différent, évidemment, puisque vous développez des solutions spécifiques. Mais on y reviendra, rassurez-vous, sur les logiciels à utiliser, puisque avant de se quitter, vous aurez une proposition de quelques manières d'en savoir plus sur l'IA. Tiens, on va aller voir un jeune homme qui, a priori, utilise également des logiciels bien connus. C'est Kevin Merlin. Bonjour. Bonjour. Alors, Kevin Merlin, vous avez monté une boîte où vous êtes tout seul, qui s'appelle Egon. Ça veut dire? C'est nuage à l'envers. Ah, E-G-A-U-N. Exactement. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est une société de production audiovisuelle. Donc je fais des films promotionnels et publicitaires, principalement pour les entreprises. D'accord. Vous avez une spécialité? Oui, j'essaye de me spécialiser dans le secteur patrimoine culturel, patrimoine artistique, nature et tourisme. Et alors donc vous utilisez aussi l'IA depuis quasiment le début, non? Alors depuis le début, pas vraiment, plus depuis toujours, mais de manière efficace depuis le début de l'année, parce que je me suis fait former en fait sur l'utilisation de ChatGPT. Alors par qui? Alors je me suis fait former par Nicolas Michel, de mon assistant numérique, qui est basé en Sarthe, à Écomois, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'était une formation sur 20 heures, financée par le CPF, et voilà. Voilà qui est utile. Et qui vous apporte quoi alors? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors moi, principalement, l'IA, moi, là où je m'y retrouve le plus, c'est sur le gain de temps. Et puis, comme le disait,
je me souviens plus de votre prénom, mais de Patrick. Ça permet aussi d'avoir des résultats qui sont plus performants par rapport à ce que moi je pourrais faire en temps normal. Mais pour faire quoi concrètement? Alors moi je m'en sers pour ma communication, je m'en sers aussi comme outil rédactionnel. D'accord. Bon voilà, ça vous permet de créer quoi. C'est ça permet de créer, ouais. Bon. Ça vous permet de trouver des bonnes idées. Oui, alors généralement les idées c'est moi qui les amène en fait via un prompt que je rédige. Voilà, ChatGPT, c'est pas lui qui va m'amener les idées, c'est vraiment moi qui va lui donner et c'est lui qui va les rédiger. Mais c'est important quand même de le préciser parce que effectivement on pourrait se dire après tout je pars d'une page blanche et puis ChatGPT va me trouver la solution. Ouais, oui, en soi c'est possible. Après, étant dans un métier créatif et où moi je travaille beaucoup avec ce que je ressens à l'instant T, donc c'est difficile de le faire. J'ai essayé de le faire, ça fonctionne pas. Et puis c'est pas l'utilisation que je vais en avoir aujourd'hui. Donc pour vous, la vertu principale de l'IA, c'est quoi? Le gain de temps. Voilà, point. Ah oui, carrément. Très bien. Voilà qui est clair. Merci et bravo. On a aperçu un monsieur il y a un instant dans la vidéo. Vous êtes en Vallée du Loir? C'est ça. Et vous avez une particularité, c'est que, outre le fait que vous soyez un spécialiste, comme les deux frères qui sont avec vous, de l'intelligence artificielle, vous êtes aussi maire de votre commune. Ouais, je suis maire de Saint-Georges-de-la-Couée. Alors, c'est une petite commune de 180 habitants dans le sud de Sarthe. Eh ben, pour une commune de 180 habitants, on peut aussi faire de l'IA, non? Totalement. J'ai intégré l'IA, moi, ça va faire 1 an et demi dans la commune. J'ai un assistant personnel qui me répond à toutes mes questions de problématiques de maire. Et qui me rédige aussi des arrêtés municipaux. Il est formidable ce logiciel. Alors comment vous faites? Expliquez-moi. Enfin, comment vous l'avez entretenu, nourri, etc. Je l'ai entraîné tout simplement avec la masse de documents qu'on a dans nos mairies, tous les règlements, tous les guides des maires. Vous avez mis tout ça dans un fichier? Tout ça dans un fichier, les PLUI, les plans d'urbanisme. Et dès que je lui pose une question, il me répond. Ah oui, il est dedans. Et alors, ça s'appelle comment ça s'appelle ChatGPT de chez OpenAI avec un GPTs. Mais on peut l'imaginer avec une solution locale aussi pour la protection de vos données. C'est incroyable ça. Et ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. D'accord, formidable. Puisque vous êtes là, on a évoqué l'association tout à l'heure. L'association donne régulièrement des cours? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la première association Club IA en Sarthe. On a 40 adhérents. On est vraiment ce sont que des professionnels, je tiens à le souligner. Et on donne des cours, normalement, on va à une rencontre tous les 2 mois à peu près sur le sujet. Donc ça va de l'initiation à des choses, à des ateliers qui seront un petit peu plus poussés. Ça dure combien de temps et ça coûte cher? Alors, l'adhésion est de 10 €, donc c'est vraiment minime. Les ateliers, certains seront peut-être payants, on verra dans le futur, mais il faut compter 2 heures d'atelier. Et en 2 heures, on arrive à apprendre En 2 heures, on commence à faire des choses, oui. Et des choses qui nous gagnent du temps. Voilà une réponse concrète. Merci beaucoup. Je suis sûr que ça va faire plaisir à plein de gens de savoir que c'est possible. Bon, voilà, au moins une solution quelque part. C'est dans le sud de la Sarthe. C'est dans la Vallée du Loir. Voilà. Plus précisément, à Loire-en-Vallée. Merci. Je ne me souvenais plus du nom. Bien, alors, écoutez, on va passer aux questions, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Ça démarre très fort. Non. C'est parti. Bon, alors, il y avait les applications possibles et accessibles pour les TPE. Ah si, vous avez parlé de Mistral. Qui est-ce qui a parlé de Mistral? C'est vous? Bon, c'est l'un des deux. Allez. Et c'est quoi Mistral? Mistral, c'est une IA française qui est une des grandes IA au niveau mondial, qui a l'avantage d'être open source. Alors, c'est un gros mot, open source peut-être pour certains, mais ça veut dire que c'est gratuit. Tout est ouvert, donc vous pouvez faire tourner ça dans votre entreprise sans risquer de faire fuiter vos données chez un méchant GAFA. Voilà qui est intéressant. Et ça remplace ChatGPT, c'est ça? C'est une alternative tout à fait efficace à ChatGPT, effectivement. Voilà, super, merci. Première réponse, super. Quelles applications possibles et accessibles? Voilà, il faut savoir quel usage on en a d'abord.
pour savoir quelle application proposer, j'imagine. Comment faire pour que les données confiées à l'IA soient sécurisées? L'IA peut-elle les revendre à des concurrents, données financières, clients, etc. Et il y a une forte incompatibilité entre ChatGPT et la réglementation RGPD, car les données sont stockées hors UE. Les entreprises en sont-elles conscientes? Qui est-ce qui veut nous parler de ça? Allez-y, tous les deux. Moi, en fait, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas intégrer dans les prompts des données personnelles. Voilà, c'est la base. Et il ne faut pas non plus divulguer des secrets ou divulguer des choses qui sont confidentielles. C'est la base. Oui, tout à fait. Les données que vous donnez à ChatGPT, que ce soit des documents ou même les prompts, sont réutilisés par la suite pour refaire des entraînements. Donc elles peuvent ressortir si quelqu'un pose une question similaire à la vôtre, elle va obtenir des résultats sur ce que vous avez fourni. Donc c'est relativement dangereux de mettre des données qui sont stratégiques dans ChatGPT. À côté de ça, vous avez la possibilité d'installer un ChatGPT ou un autre système dans votre environnement en local, sans accès extérieur. Ouais, c'est ça qu'il faut dire surtout. Et c'est facile à faire ou pas? Oui, c'est une demi-heure il y a des tutos qui existent sur Internet pour le faire. En une demi-heure, vous êtes capable de le faire. Vous n'aurez pas la performance, mais vous aurez la sécurisation de vos données. Ah voilà. Donc il y a une solution. Oui. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, les grandes entreprises françaises téléchargent un ChatGPT directement en interne et font un ChatGPT interne pour le donner en accès à leurs employés. Donc, les informations ne sortent pas du coup. D'accord. Ok. L'IA va-t-elle nous remplacer? Ça, c'est une bonne question, mais qui peut y répondre? Non. Non. Il y a des travaux qui ont été menés sur justement l'acceptabilité de l'IA dans l'environnement industriel. Et aujourd'hui, la réponse, c'est une des craintes. Il y a 6 grandes craintes sur l'utilisation de l'IA dans un environnement industriel. Aujourd'hui, la réponse est non. Il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer. Certains vont diminuer, mais aujourd'hui, non. Trop d'incertitudes. Alors, oui, pardon. Moi, je voudrais juste donner un chiffre. Depuis 1945, en fait, entre 1945 et aujourd'hui, il reste que 17% des métiers de l'époque. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que les métiers évoluent, les métiers changent, les métiers se créent. Moi, ce que je pense, c'est que l'IA, en fait, va changer les métiers. Il y aura certainement un pourcentage des métiers, des personnes que les personnes font ici qui vont disparaître, mais vous allez travailler sur d'autres choses. Ça va peut-être vous aider aussi à aller plus vite sur certaines choses. Je pense que vous êtes l'exemple parfait. Ah oui, ça fait longtemps qu'on nous a promis qu'on allait disparaître, nous les avocats. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout de suite. En revanche, ça va modifier notre façon de travailler, c'est sûr. Et puis alors, du coup, il faut des spécialistes de l'IA, donc on a du mal à les trouver aujourd'hui, hein, c'est ça, hein. Il y a plein de gens à former pour... Non? Oui, tout à fait. Et la difficulté, justement, c'est de trouver les cursus, et puis les étudiants qui veulent se lancer dans l'IA. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer. Maintenant, c'est la qualité aussi des formations qui vont être produites par rapport aux besoins industriels. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste parler un petit peu de cette peur que l'on entend régulièrement. Les questions le soulignent pas mal, hein. Je voudrais juste rappeler qu'à chaque fois qu'on est face à quelque chose d'extrême, on est face à une grande créativité. On sort du Covid, on a vu fleurir des méthodes complètement différentes de faire du commerce, des métiers totalement différents. C'est exactement ce qui va se passer avec l'IA. Ça va changer les choses, oui, évidemment. L'Internet a changé les choses, oui, évidemment. Mais il ne faut pas en avoir peur. Mais il ne faut pas en avoir peur. Question très pratique là. Est-ce que l'IA peut être un bon recruteur, nous demande-t-on. Qui est-ce qui a testé? C'est vous qui avez testé? Alors, moi, je ne l'ai pas testé en tant que recruteur. Je l'ai testé comme source d'information. L'IA, effectivement, a une capacité d'aller chercher des informations que je n'ai pas. Et j'ai expérimenté le fait de pouvoir aller chercher des informations pour des méthodes de recrutement originales, modernes, sortir là encore de ce que l'on sait faire. On sait qu'aujourd'hui, la manière de recruter travaille beaucoup sur l'attractivité des entreprises, donc il est nécessaire de se réinventer. Moi, je l'ai utilisé pour faire des annonces de recrutement. Oui, c'est-à-dire pour
Voilà, pour composer les textes, quoi. Voilà, exactement, parce que c'est difficile de recruter aujourd'hui et il faut être originaux et du coup, je l'ai utilisé pour ça. Et ça a fonctionné ou pas? C'est ça la question surtout. Indirectement, mais c'est quand même très difficile de recruter dans ma profession. Ah oui. Moi, je connais effectivement quelqu'un qui recrutait quelqu'un de très très spécialisé, qui a dû faire qui a fait, parce que c'est son ADN, l'IA ne l'a pas inventé, un texte original et une méthodologie de recrutement très particulière, et les résultats ont été plus que probants. Donc c'est possible. Et alors c'est quoi? Donc c'est possible. C'est quoi le logiciel à utiliser, l'application à utiliser? Toujours l'arrêt, toujours le même. La seule chose, c'est que l'ADN de la personne qui recrute ne va pas passer par sa GPT. Lui, il ne sait pas, il ne connaît pas l'ADN. Si effectivement vous êtes, c'est juste un texte comme un autre et que vous êtes incapable d'en faire quelque chose une fois que vous avez recruté, ça ne sert absolument à rien. Mmh. Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça. Hein. Donc en fait, il faut savoir que les données sur lesquelles on entraîne les intelligences artificielles, elles contiennent des biais qui sont parfois historiques. On va prendre un cas très simple. Jusqu'à une époque, on ne délivrait pas de prêts aux États-Unis pour les femmes. À partir des années 80, je crois que c'est arrivé. Et quand ils ont commencé à mettre des systèmes d'IA pour prédire des prêts pour toute la population, les femmes n'avaient pas de prêts. Parce que l'IA ne faisait que reproduire les biais que l'humain avait, sur lesquels il avait alimenté ses données. Si demain vous automatisez des tris de CV, je sais pas moi, dans l'informatique par exemple, composé beaucoup d'hommes aujourd'hui, il y a des chances que les femmes soient tout de suite mises de côté parce que c'est pas des profils qui sont la réalité du terrain aujourd'hui. C'est ce qu'on cherche à améliorer évidemment, mais ça va reproduire les données du passé. Et ça pourrait être pareil dans plein de domaines. Je sais pas moi, infirmière par exemple, si vous êtes un homme, vous pourriez vous faire sortir parce que vous êtes un homme. Alors comment résoudre le problème? En gardant l'humain au centre des réflexions, peut-être d'automatiser. C'est-à-dire que l'humain dit à l'IA, il faut que tu prennes en compte le fait que... Non, pas spécifiquement. Elle va quand même sortir des fausses informations, mais plutôt dans la partie en amont, sur la production de contenu, sur des offres d'emploi, etc. Mais toute la partie traitement, il faut pouvoir garder la main dessus pour éviter tout problème. Et puis même, on parlait de juridique tout à l'heure, un candidat qui ferait un recours, on ne saurait pas expliquer pourquoi on a refusé sa candidature. On ne peut pas dire je vous ai refusé parce que c'est l'IA qui m'a dit que vous n'étiez pas un bon candidat. Donc on ne peut pas faire confiance à 100%. Non. À l'IA, voilà, on est bien d'accord. Oui, alors, on a parlé du fait que les entreprises pouvaient être accompagnées dans leur travail sur le diagnostic des choses à faire en matière d'IA. Je crois que Le Mans Innovation a mis en place aussi des choses pour les aider. Tout à fait, oui. Le Mans Innovation, déjà nous sommes incubés à Le Mans Innovation. Du coup, si vous regardez sur la 3e ligne qui est juste là, la plupart des personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui, et Damien Dorway qui est ici, qui est le directeur de Le Mans Innovation. Très bien. Et donc si on a Le Mans Innovation, on va avoir une approche différente de l'IA, c'est ça? On va avoir une approche pragmatique de l'IA. Non, mais je rejoins. Vous en parlez entre peu... vous, voilà. Non, juste pour être redondant par rapport à ce que tout le monde a dit, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. Ça reste une aide. C'est-à-dire que l'IA vous propose quelque chose et après, c'est à vous d'être critique par rapport à ce qui a été écrit. C'est exactement ce que vous avez dit. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est tout à fait vrai aussi avec la donnée. On va apporter des solutions, on va sortir des prescriptions. Et à partir de là, en fait, on va avoir besoin de l'intelligence humaine pour venir amener une intelligence qui est augmentée quelque part, mais qui est pertinente avec une analyse humaine. C'est quoi la prochaine étape pour vous, par exemple, en termes d'utilisation de l'IA? Parce que j'imagine que vous êtes en permanence à penser à la manière d'améliorer encore les choses. Je vais continuer d'améliorer mon outil déjà. Et puis, oui, peut-être réfléchir à un autre outil spécialisé dans un autre domaine. Multiplier des petits assistants spécialisés, en fait. Mais j'en ai aussi beaucoup besoin et je pense que je vais beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est administratif, pour faire ce que je ne sais pas faire, en fait, et gagner du temps. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sur tout ce qui est communication que je ne sais pas bien faire, tout ce qui peut être recrutement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à développer, même dans l'administration de son entreprise de ce côté-là.
Ouais, si je vous entends bien, enfin là, du coup, je parle de vous et vous, Patrick. L'IA, c'est d'abord un bon assistant, quoi. Ah, c'est un excellent assistant. Je prenais l'exemple tout à l'heure également d'un produit qu'on cherche depuis 2 ans, que l'IA nous a trouvé. Je ne suis pas chimiste, il me fallait un vernis très spécifique, et malgré les interrogations de mes fournisseurs très spécialisés, je ne trouvais pas le produit. Ah bon? Et l'IA me l'a trouvé. En tout cas, m'a donné des pistes qui m'ont permis de trouver le produit. Ah oui, alors c'est mieux qu'un assistant quand même, hein, a priori. En tout cas, il a accès à une base de connaissances que l'on n'a pas forcément accès dans notre quotidien. Bon, cela dit, moi j'ai l'air un peu admiratif comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde dans la salle, hein, parce que l'IA ne va-t-elle pas encore creuser davantage les inégalités entre les personnes? Tout le monde n'a pas la possibilité de suivre toute cette nouvelle technologie. Bon, c'est compliqué à utiliser? Absolument pas. Vous faites comment? Vous lui parlez? Vous lui écrivez des trucs? Je prends mon clavier et puis je passe 5 minutes à écrire des choses et en fonction du résultat, j'interagis. Il n'y a même pas besoin de connaître l'informatique, quoi. Ah, surtout pas. Vous êtes d'accord? C'est vraiment pas sorcier. Il y a quelques règles à connaître pour faire un prompt. On les trouve facilement sur Internet. Donc, en fait, on donne des instructions à son assistant pour qu'il réponde de la manière que l'on veut qu'il nous réponde. Un prompt, c'est quoi? Un prompt, c'est les instructions qu'on va donner à l'outil. Bon, alors, je ne vous demande pas à vous, c'est évidemment un peu différent, hein, dans vos domaines où là, il vaut mieux maîtriser un peu la technique. Autre remarque de la salle, ne pensez-vous pas que l'utilisation de l'IA ou des IA sera à terme la fin de la créativité basée sur l'originalité, voire sur les accidents? Bon, qu'est-ce qui me répond des fois des créatifs là? Allons-y. La chose importante à comprendre, c'est qu'on parle d'IA générative. Donc, qui dit générative, ça veut dire qu'elle génère pour vous quelque chose. Donc, l'humain est en amont. C'est lui. On a parlé beaucoup de technologies complexes, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez créer une image avec DALL-E, ChatGPT, peu importe la technologie, c'est vous qui décrivez cette image et vous parlez en français. Ce n'est pas des codes informatiques. Et c'est justement ce qu'on montre dans le club, c'est que ce sont des outils qui sont accessibles à tous, toutes les petites entreprises. Ça ne coûte pas cher, ça aussi, on a beaucoup de chance. Hein. C'est une révolution technologique extraordinaire qui coûte quelques dizaines d'euros par mois. Donc, ce sont des solutions simples. Les humains sont complètement dans la boucle parce qu'ils sont à l'initiative. L'IA générative ne se lève pas le matin pour écrire, créer. C'est toujours l'humain qui pose des questions. Et l'IA ne fait qu'assister à la création. Quoi. Et meilleure sera la culture générale de l'utilisateur et meilleure sera la réponse de l'IA, c'est ça? Oui, c'est vrai, on peut aussi se former grâce à l'IA. Donc c'est un peu on a eu ce même genre, on a cité tout à l'heure Wikipédia, on a eu un peu ce genre de débat il y a quelques années en disant est-ce que Wikipédia en fait va répondre à tout et faire que les gens finalement vont toujours s'appuyer sur Wikipédia et vont avoir moins de culture. L'IA c'est un petit peu la même chose et de la même manière que Wikipédia en fait a fait avancer la culture, je suis persuadé que l'IA ça sera pareil. Quoi. Bien, écoutez, voilà des gens convaincus, ça c'est important. Alors, vous l'avez aperçu, on va remettre la slide qu'on avait tout à l'heure. Les organisateurs de cette soirée voulaient absolument que vous ayez quelques outils avant de partir, que vous ayez les références. J'espère que vous avez pris note de Data4Biz, qui est un groupe de réflexion destiné aux professionnels créé en 2020 par Le Mans Innovation. Avec l'adresse, le club IA Loire-Tech, dont on vient de parler, qui a pour objectif de rassembler les talents locaux désireux d'explorer et d'exploiter les opportunités. Le Mans School of AI, évidemment, former gratuitement les étudiants et les professionnels aux techniques de machine learning et de deep learning, en bon français. Le Mans Université et son master informatique, parcours intelligence artificielle, et sa licence informatique mathématique, parcours intelligence artificielle. Alors BPI France, c'est ce dont on parlait avec vous, hein, c'est ça? La solution diagnostic data intelligence artificielle, qui vous coûtera au bout du compte 2600 €, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis enfin, Diva, qui offre un accompagnement complet et personnalisé pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur et leur taille, et ça se passe chez Le Mans Innovation. On est super complet. On va féliciter et applaudir très fort nos participants.
On a dit qu'on devait rendre l'antenne à 20h15, donc ça va être bon. Cognac Jet va pouvoir reprendre la place, mais je vais vous inviter à rejoindre la salle pour que nous puissions terminer cette soirée. Alors, sans avoir oublié de remercier ceux grâce à qui elle a été organisée, qui ont apporté leur concours. Cédric Massetti de Initiative Sarthe, qui a beaucoup travaillé sur cette soirée, Sylvie Bruon de Learn & Go, Franco Arfuso d'ADG Software, Gaël Robiquet de Lean Partners, Denis Wissler de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, Pierre Cartier et Gaëtan Gautis. Alors de Pléiade, voilà, c'est ça maintenant, hein, c'est ça. Et puis Damien Dorouet de Le Mans Innovation. Merci de les applaudir. Avant d'aller boire un verre, on vous rappelle les soirées qui sont à noter dans vos agendas. Merci de l'envoyer sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Donc, des soirées importantes. Jeudi 20 juin, c'est la soirée des adhérents. Ça se passe à 18h30. Ça se passe où, d'ailleurs? C'est écrit? Non, c'est pas écrit. Bon. C'est en cours. Ça se passera quelque part. Et la soirée parrainage du 17 octobre, elle, on le sait, c'est à Vaujoubert. Et c'est à 18h30 également. Merci pour avoir bien noté tout cela. Vous allez être invité donc à aller au cocktail, mais en attendant, je voudrais surtout appeler tous les membres du conseil d'administration pour la tenue du conseil d'administration, l'émargement, l'élection du bureau et du président, mais on connaît déjà peut-être a priori le nom. Bonne fin de soirée à vous.